Histoire Les aventures de John Dietrich. Il y avait autrefois à Rambin un homme honnête et travailleur, nommé James Dietrich. Il eut plusieurs enfants, tous de bonne humeur, surtout le plus jeune, qui s'appelait John. John Dietrich était un garçon beau et intelligent, appliqué à l'école et obéissant à la maison. Sa grande passion était d'entendre des histoires, et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un de bien gardé, il ne le laissait jamais partir avant de les avoir toutes entendues. Quand John avait environ 8 ans, il fut envoyé passer un été chez son oncle, agriculteur, à Rodenkirchen. Ici, John devait élever des vaches avec d'autres garçons, et il les conduisait paître autour des 9 collines. Il y avait un vieux vacher, un certain Klaas Starkwolt, qui avait l'habitude de rejoindre fréquemment les garçons, et ensuite ils s'asseyaient ensemble et racontaient des histoires. Klaas en regorgeait et il devint le plus cher ami de John Dietrich. En particulier, il connaissait un certain nombre d'histoires sur les 9 collines et sur les gens de la clandestinité dans les temps anciens, lorsque les géants disparaissaient du pays et que les petits entraient dans les collines. Jean avalait ces histoires si avidement qu'il ne pensait à rien d'autre et parlait sans cesse de coupes d'or, de couronnes, de souliers de verre, de poches pleines de ducats, d'anneaux d'or, de couronnes de diamants, d'épouses blanches comme neige, et comme ça. Le vieux Klaas secouait souvent la tête et lui disait: John. John. Que faites-vous? La bêche et la faux seront votre sceptre et votre couronne, et votre épouse portera une guirlande de romarin et une robe de fleurs rayées. Percée. Pourtant, John avait presque envie d'entrer dans les 9 collines, car Klaas lui dit que quiconque, par chance ou par ruse, obtiendrait une casquette des petits pourrait descendre en toute sécurité, et qu'au lieu d'en faire un serviteur, il le ferait. Soyez leur maître. La personne dont il obtiendrait la casquette serait son serviteur et obéirait à tous ses commandements. Le jour de la Saint-Jean, où les jours étaient les plus longs et les nuits les plus courtes, était maintenant arrivé. Jeunes et vieux célébraient la fête, jouaient toutes sortes de pièces de théâtre et racontaient toutes sortes d'histoires. John ne pouvait plus se contenir, mais le lendemain du festival, il s'enfuit vers les 9 collines et, quand la nuit tomba, il se coucha au sommet de la plus haute d'entre elles, là où Klaas lui avait dit que les gens souterrains avaient leur principal lieu de danse. John resta tranquille de 10h à minuit. Enfin, midi sonna. Immédiatement, il y eut un tintement et un chant dans les collines, puis un chuchotement et un zozotage, et un sifflement et un bourdonnement tout autour de lui, car les petits gens étaient maintenant, certains tourbillonnant en rond dans la danse, et d'autres jouant et culbutant dans le clair de lune et jouant 1000 joyeuses farces et tours. Il sentit une terreur secrète l'envahir à ce chuchotement et à ce bourdonnement, car il ne pouvait rien voir d'eux, car les casquettes qu'il portait les rendaient invisibles, mais il restait tout à fait immobile, le visage dans l'herbe, et les yeux fermés, ronflant. Un peu, comme s'il dormait. De temps en temps, il s'aventurait à ouvrir un peu les yeux et à jeter un coup d'œil, mais il n'en voyait pas la moindre trace, malgré le clair de lune. Peu de temps après, 3 hommes de la clandestinité arrivèrent en sautant là où il gisait, mais ils ne lui prêtèrent pas attention, jetèrent en l'air leurs casquettes brunes et se prirent les uns des autres. Enfin, l'un d'eux arracha la casquette des mains d'un autre et la jeta au loin. Il vola directement et tomba sur la tête de John. Dès qu'il la sentit, il la saisit et, se levant, dit adieu au sommeil. Il jeta sa casquette de joie et fit tinter la petite clochette d'argent, puis la posa sur sa tête, et,
Point. Ô merveilleux! À cet instant, il vit l'innombrable et joyeux essaim du petit peuple. Les 3 petits hommes s'approchèrent sournoisement de lui et pensèrent, par leur agilité, récupérer la casquette, mais il retint fermement son prix, et ils virent clairement qu'il n'y avait rien à faire de cette façon avec lui, car en taille et en force, John c'était un géant en comparaison de ces petits gars qui lui arrivaient à peine aux genoux. Le propriétaire de la casquette s'approcha alors très humblement du découvreur et le supplia, d'un ton aussi suppliant que si sa vie en dépendait, de lui rendre sa casquette. Non, dit John, espèce de petit coquin rusé, tu n'auras plus le bonnet. Ce n'est pas le genre de choses qu'on donne pour un gâteau beurré. Je serais gentiment avec toi si je n'avais pas quelque chose à toi. Mais maintenant tu n'as aucun pouvoir sur moi, mais tu dois faire ce que je veux. Je descendrai avec toi et verrai comment tu vis en bas, et tu seras mon serviteur. Non, ne me plains pas. Tu sais que tu dois le faire. Je sais cela aussi bien que vous, car Claes Starkwolt me l'a répété souvent et souvent. Le petit homme fit comme s'il n'avait pas entendu ou compris un seul mot de tout cela. Il recommença à pleurer et à gémir, et pleura, cria et hurla très pitoyablement pour sa petite casquette. Jean, cependant, coupa court à l'affaire en disant, « C'est fait. Vous êtes mon serviteur et j'ai l'intention de faire un voyage avec vous. » Alors il a abandonné, d'autant que les autres lui ont dit qu'il n'y avait pas de remède. Jean jeta alors son vieux chapeau, mit le bonnet et le fixa fermement sur sa tête de peur qu'il ne glisse ou ne s'envole, car toute sa puissance résidait dans le bonnet. Il ne perdit pas de temps pour en essayer les vertus et ordonna à son nouveau serviteur de lui apporter à manger et à boire. Le serviteur s'enfuit comme le vent, et en une seconde il revint là avec des bouteilles de vin, du pain et de riches fruits. Alors Jean mangeait et buvait, regardait les jeux et les danses des petits, et cela lui plaisait très bien, et il se comportait vaillamment et sagement, comme s'il eût été un maître né. Quand le coq eut chanté pour la 3e fois, et que les petites alouettes eurent fait leur premier tournoyant dans le ciel, et que la lumière infantile apparut sous forme de stries blanches solitaires à l'est, alors elle partit chute, 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 à travers les buissons et des fleurs et des tiges, et les collines se sont de nouveau déchirées et se sont ouvertes, et les petits hommes sont tombés. John prêta une attention particulière à tout et constata que c'était exactement ce qu'on lui avait dit, et voici. Au sommet de la colline, où l'on venait de danser, et où tout était plein d'herbes et de fleurs, comme on le voit de jour, s'éleva tout d'un coup, au son de la retraite, une pointe de verre brillante. Celui qui voulait entrer, a marché dessus. Elle s'ouvrit et il s'y glissa doucement, l'herbe se refermant derrière lui. Et quand ils furent tous entrés, elle disparut, et il n'y en avait plus aucune trace. Ceux qui descendaient par la pointe de verre s'enfonçaient tout doucement dans un large tonneau d'argent qui les contenait tous, et qui aurait facilement pu abriter 1 millier de ces petits gens. Jean et son homme descendirent dans un tel endroit avec plusieurs autres, qui tous crièrent et le prièrent de ne pas marcher dessus, car si son poids tombait sur eux, ils étaient des hommes morts. Il était cependant prudent et se comportait de manière très amicale à leur égard. Plusieurs tonneaux de ce genre montaient et descendaient les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils soient tous dedans. Ils étaient suspendus par de longues chaînes d'argent, qui étaient tirées et suspendues au dehors. Lors de sa descente, John fut émerveillé par l'éclat des murs entre lesquels la cuve glissait. Ils étaient tous pour ainsi dire entourés de perles et de diamants, scintillants, et au-dessous de lui,
il entendit la plus belle musique tinter au loin, de sorte qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu, et par excès de plaisir. Il s'est endormi profondément. Il dormit longtemps, et quand il se réveilla, il se trouva dans le plus beau lit qui puisse être, tel qu'il n'en avait jamais vu de pareil dans la maison de son père, et c'était dans la plus jolie chambre du monde, et son serviteur était à côté de lui avec un éventail pour éloigner les mouches et les moucherons. Il avait à peine ouvert les yeux que son petit serviteur lui apporta une bassine et une serviette, et lui tendit à enfiler les plus beaux vêtements neufs de soie brune, les plus joliment confectionnés. Il y avait aussi une paire de nouvelles chaussures noires avec des rubans rouges, comme John n'en avait jamais vu non plus à Rambin ni à Rodinkirchen. Il y avait aussi là plusieurs paires de beaux souliers de verre brillant, comme on n'en porte que dans les grandes occasions. Jean était, comme nous pouvons le supposer, ravi d'avoir de tels vêtements à porter, et il les enfila avec joie. Son serviteur s'envola alors comme l'éclair et revint avec un petit déjeuner composé de vin et de lait, de beaux pains blancs et de fruits, et d'autres choses dont les garçons raffolent. Il s'apercevait maintenant de plus en plus à chaque instant que Claes Starkwolt, le vieux vacher, savait de quoi il parlait, car la splendeur et la magnificence qu'il voyait ici dépassaient tout ce dont il avait jamais rêvé. Son serviteur aussi était le plus obéissant possible, un signe de tête ou un signe lui suffisait, car il était aussi sage qu'une abeille, comme tous ces petits gens le sont par nature. La chambre de Jean était toute couverte d'émeraudes et d'autres pierres précieuses. Et au plafond se trouvait un diamant gros comme un bol à 9 quilles, qui éclairait toute la chambre. Dans cet endroit, ils n'ont ni soleil, ni lune, ni étoiles pour les éclairer, et ils n'utilisent pas non plus de lampes ni de chandeliers d'aucune sorte, mais ils vivent au milieu de pierres précieuses, et ont en abondance l'or et l'argent les plus purs, et le habileté à l'éclairer de jour comme de nuit, quoiqu'en effet, à proprement parler, comme il n'y a pas de soleil là-bas, il n'y a pas de distinction entre le jour et la nuit, et qu'on ne compte que par semaine. Ils ont placé les pierres précieuses les plus brillantes et les plus claires dans leurs habitations, et dans les chemins et passages souterrains, et dans les lieux où ils avaient leurs grandes salles, et leurs danses et leurs fêtes, où elles scintillaient de manière à rendre le jour éternel. Quand Jean eut fini de déjeuner, son serviteur ouvrit une petite porte dans le mur, où se trouvait une armoire avec les plus belles tasses et plats d'argent et d'or et d'autres vases et paniers remplis de ducats et des coffrets de bijoux et de pierres précieuses. Il y avait aussi des tableaux charmants et les livres les plus délicieux qu'il ait vus dans toute sa vie. John passa la matinée à regarder ces choses, et quand il fut midi, une cloche sonna et son domestique dit: « Voulez-vous dîner seul, monsieur? Ou avec la grande compagnie? » « Avec la grande entreprise? Bien sûr, répondit John. Alors son serviteur le fit sortir. Jean, cependant, ne voyait que des salles solitaires éclairées de pierres précieuses, et çà et là de petits hommes et de petites femmes, qui lui semblaient se glisser dans et hors des fentes et des fissures des rochers. Se demandant pourquoi les cloches sonnaient, il dit à son domestique: « Mais où est la compagnie ? » À peine avait-il parlé que la salle dans laquelle il se trouvait s'ouvrit en grand et qu'un dé serti de diamants et de pierres précieuses fut tiré dessus. Au même moment, il aperçut une foule immense de petits hommes et femmes joliment habillés qui entraient par plusieurs portes ouvertes. L'étage s'ouvrait à plusieurs endroits, et des tables, couvertes des plus belles vaisselles, des viandes, des fruits et des vins les plus succulents, se placèrent les unes à côté des autres, et les chaises se disposèrent le long des tables, puis les hommes et les femmes prirent leurs places. Des places.
Les principaux personnages s'avancèrent alors, saluèrent Jean et le conduisirent à leur table, où ils le placèrent parmi leurs plus belles jeunes filles, distinction qui plut beaucoup à Jean. La fête aussi fut très joyeuse, car les gens clandestins sont extrêmement vifs et joyeux, et ne peuvent jamais rester longtemps tranquilles. Alors la musique la plus charmante résonna au-dessus de leur tête, et de beaux oiseaux, volant partout, chantèrent très doucement, et ce n'étaient pas des oiseaux réels mais des oiseaux artificiels que les petits hommes fabriquent si ingénieusement qu'ils peuvent voler et chanter comme des oiseaux naturels. Les serviteurs des deux sexes qui servaient à table et distribuaient les coupes d'or et les paniers de fruits en argent et en cristal, étaient des enfants appartenant à ce monde, que quelque accident avait jeté parmi les gens souterrains, et qui, descendus sans obtenir aucun gage, étaient tombés au pouvoir des petits. Ceux-ci étaient vêtus différemment. Les garçons et les filles étaient vêtus de courts manteaux et de vestes blancs, et portaient des chaussures de verre si fines qu'on n'entendait jamais leurs pas, avec des bonnets bleus sur la tête et des ceintures d'argent autour de la taille. John les plaignit d'abord, voyant à quel point ils étaient obligés de courir et d'attendre les petites gens, mais comme ils avaient l'air gais et heureux, qu'ils étaient joliment habillés et qu'ils avaient les joues si roses, il se dit, après tout, je ne suis pas si mal loti, et moi-même j'étais bien pire quand j'ai dû courir après les vaches. Et les bœufs, certes, je suis maintenant un maître ici, et ils sont des serviteurs, mais il n'y a aucune aide pour cela. Pourquoi étaient-ils assez insensés pour se laisser prendre et ne pas obtenir un gage à l'avance? En tout cas, le moment doit venir où ils seront remis en liberté, et ils ne resteront certainement pas plus de 50 ans ici. Avec ces pensées, il se consolait, jouait et jouait avec ses petits camarades de jeu, mangeait et buvait, et se faisait raconter des histoires par son serviteur, car il voulait tout savoir exactement. Ils restèrent à table environ 2 heures. Le personnage principal sonna alors une cloche, et les tables et les chaises disparurent tout en un souffle, laissant toute la compagnie debout. Les oiseaux poussèrent alors un air des plus vifs, et les petits gens dansèrent très joyeusement. Quand ils eurent fini, les joyeux décors sautaient, et tournoyaient en rond, comme si le monde était pris de vertige. Les jolies filles qui étaient assises à côté de John l'attrapèrent et le firent tournoyer, et, sans faire aucune résistance, il dansa en rond avec elles pendant 2 bonnes heures. Chaque après-midi, pendant qu'il restait là, il dansait ainsi joyeusement avec eux, et jusqu'à la dernière heure de sa vie, il en parlait avec la plus grande joie. Son langage était que les joies du ciel, les chants et la musique des anges, dont les justes espèrent y jouir, pourraient être excessivement belles, mais qu'il ne pouvait rien concevoir qui surpasse la musique et la danse sous la terre, la belle et des petits hommes vifs, les oiseaux merveilleux dans les branches et les clochettes d'argent tintantes dans leurs chapeaux. Personne, dit-il, qui ne l'a vu et entendu, ne peut s'en faire une idée quelconque. Quand la musique et la danse seraient terminées, il pourrait être environ 4 heures. Les petits gens disparaissaient alors et vaquaient chacun à leurs occupations ou à leurs plaisirs. Après le dîner, ils faisaient du sport et dansaient de la même manière, et à minuit, surtout les nuits étoilées, ils sortaient de leur colline pour danser en plein air. Jean avait alors l'habitude de dire ses prières, devoir qu'il ne négligeait jamais ni le soir ni le matin, et de s'endormir. Pendant la première semaine où John était dans la colline de verre, il se contentait d'aller de sa chambre à la grande salle et vice-versa. Mais après la première semaine, il se mit à se promener, obligeant son serviteur à lui montrer et à tout lui expliquer.
Il découvrit qu'il y avait là les plus belles promenades dans lesquelles il pouvait parcourir des kilomètres, dans toutes les directions, sans jamais en trouver la fin, tant la colline dans laquelle vivait le petit peuple était immense et pourtant extérieurement elle ne semblait être qu'un petit endroit, avec quelques buissons et arbres qui y poussaient. Il était extraordinaire qu'entre les prairies et les champs, semés de collines, de lacs et d'îles, et ornés d'arbres et de fleurs d'une grande variété, couraient pour ainsi dire de petites ruelles à travers lesquelles, comme à travers des rochers de cristal, on était obligé de passer pour venir dans un nouvel endroit. Et les prairies et les champs mesuraient souvent 1 mile de long, et les fleurs étaient si brillantes et si parfumées, et les chants des nombreux oiseaux si doux, que John n'avait jamais rien vu de pareil sur terre. Il y avait une brise. Et pourtant on ne sentait pas le vent. C'était assez clair et lumineux, et pourtant il n'y avait pas de chaleur. Les vagues déferlaient, mais il n'y avait aucun danger, et les plus belles petites barques et canots venaient, comme des cygnes blancs, quand on voulait traverser l'eau, et allaient et avançaient d'eux-mêmes. D'où venait tout cela? Personne ne le savait, et le serviteur de Jean ne pouvait rien en dire, mais une chose que Jean vit clairement, c'est que les gros anthrax et les diamants qui étaient sertis dans le toit et dans les murs donnaient de la lumière au lieu du soleil et de la lune. Et des étoiles. Ces jolies prés et plaines étaient pour la plupart solitaires. On voyait peu de gens sous terre sur eux, et ceux qui s'y trouvaient glissaient dessus comme s'il était très pressé. Il arrivait très rarement que l'un d'entre eux dansât en plein air. Parfois, ils étaient 3 ou tout au plus une demi-douzaine. John n'a jamais vu un plus grand nombre ensemble. Les hydromels n'étaient jamais joyeux que lorsque les domestiques, qui pouvaient être quelques centaines, étaient laissés se promener. Cela n'arrivait cependant que 2 fois par semaine, car ils étaient pour la plupart employés dans la grande salle et les appartements attenants ou à l'école. Car John découvrit bientôt qu'il y avait aussi des écoles là-bas. Il était là depuis environ 10 mois lorsqu'un jour il aperçut quelque chose de blanc comme neige se glisser dans un rocher et disparaître. Quoi? Dit-il à son serviteur. Y en a-t-il parmi vous qui portent du blanc comme les serviteurs? On lui apprit qu'il y en avait, mais ils étaient peu nombreux et n'apparaissaient jamais aux grandes tables ou aux danses, sauf une fois par an, le jour de l'anniversaire du grand roi des collines, qui demeurait à plusieurs milliers de kilomètres plus bas dans les grandes profondeurs. C'étaient les plus anciens d'entre eux, certains âgés de plusieurs milliers d'années, qui savaient tout et pouvaient raconter le commencement du monde, et étaient appelés les sages. Ils vivaient seuls et ne sortaient de leurs appartements que pour instruire les enfants de la clandestinité et les domestiques des 2 sexes, pour lesquels il y avait une grande école. John était très satisfait de cette nouvelle, et il résolut d'en profiter. Aussi le lendemain matin, il se fit conduire par son domestique à l'école, et en fut si content qu'il ne manqua jamais une journée pour y aller. Là, on leur enseignait la lecture, l'écriture et les contes, la composition et le récit des histoires, des récits et de nombreuses sortes d'ouvrages élégants, de sorte que beaucoup sortirent des collines, hommes et femmes, très prudents et connaisseurs en conséquence de ce qu'ils avaient fait. Y étaient enseignés. Les plus grands et les plus capables reçurent une instruction en sciences naturelles et en astronomie, ainsi qu'en poésie et en devinette, art très estimé parmi le petit peuple. John était très appliqué et devint bientôt un peintre et un dessinateur des plus intelligents. Il travaillait aussi très ingénieusement avec l'or, l'argent et les pierres, et il n'avait pas son pareil pour faire des vers et des énigmes. John avait passé de nombreuses années heureuses ici sans jamais penser au monde supérieur, ni à ceux qu'il avait laissés derrière lui, tellement il passait le temps agréablement,
tant il avait de compagnons agréables. Parmi eux, il n'en aimait pas autant qu'une jeune fille blonde nommée Elizabeth Crabb. Elle était originaire de son propre village et était la fille de Frédéric Crabb, le ministre de Rambin. Elle n'avait que 4 ans lorsqu'elle fut emmenée, et John avait souvent entendu parler d'elle. Mais elle n'avait pas été volée par les petits gens, mais elle était ainsi entrée en leur pouvoir. Un jour d'été, elle et d'autres enfants sont sortis en courant dans les champs. Au cours de leur promenade, ils se rendirent aux 9 collines, où la petite Élisabeth s'endormit et fut oubliée des autres. La nuit, quand elle se réveilla, elle se retrouva sous terre parmi le petit monde. Ce n'était pas seulement parce qu'elle venait de son propre village que John aimait tant Élisabeth, mais elle était très belle, avec des yeux bleus clairs, des boucles de cheveux blonds et un sourire des plus angéliques. Le temps s'est envolé inaperçu. John avait maintenant 18 ans et Élisabeth 16. Leur affection enfantine était maintenant devenue amour, et les petits gens étaient heureux de le voir, pensant que grâce à elle ils pourraient amener John à renoncer à son pouvoir et à devenir leur serviteur, car il l'aimait et l'aurait volontiers eu. À lui de les servir, car l'amour de la domination est leur vice. Il se trompait pourtant. John avait trop appris de son serviteur pour se laisser prendre de cette façon. Le principal plaisir de John était de se promener avec Élisabeth, car il connaissait maintenant si bien chaque endroit qu'il pouvait se passer de la présence de son serviteur. Dans ses promenades, il était toujours gai et vif, mais son compagnon était souvent triste et mélancolique, pensant à la terre d'en haut, où vivent les hommes et où brille le soleil, la lune et les étoiles. Or, cela s'est passé au cours d'une de leurs promenades, alors qu'ils parlaient de leur amour, et il était après minuit, ils passèrent sous l'endroit où les sommets des collines de verre s'ouvraient et laissaient entrer et sortir les gens du sous-sol. Tandis qu'ils avançaient, ils entendirent tout à coup le chant de plusieurs coqs au-dessus. À ce bruit, qu'elle n'avait pas entendu depuis plusieurs années, Élisabeth sentit son cœur si affecté qu'elle ne put se contenir plus longtemps, mais jetant ses bras autour du cou de John, elle baissa sa joue de ses larmes. Enfin elle dit, « Très cher John, tout ici est très beau, et les petites gens sont gentils et ne font rien qui puisse me nuire, mais néanmoins j'ai toujours été inquiet et je n'ai jamais ressenti de plaisir jusqu'à ce que je commence à t'aimer. Mais ce n'est pas un pur plaisir, car ce n'est pas une façon de vivre juste, telle qu'elle convient aux êtres humains. Chaque nuit, je rêve de mon père et de ma mère, et de notre cimetière où les gens se tiennent si pieux à la porte de l'église et attendent. Pour mon père, et je pourrais pleurer des larmes de sang parce que je ne peux pas entrer dans l'église avec eux et adorer Dieu comme un être humain devrait le faire, car ce n'est pas une vie chrétienne que nous menons ici, mais une vie trompeuse à moitié païenne. Pense, cher John, que nous ne pourrons jamais nous marier, puisqu'il n'y a pas de prêtre pour nous rejoindre. Alors, planifie un moyen pour que nous quittions cet endroit, car je ne peux pas te dire combien j'ai envie de retrouver mon père. Et parmi les pieux chrétiens, John, lui aussi, n'avait pas été insensible au chant des coqs, et il y ressentait ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une nostalgie du pays où le soleil brille. Chère Élisabeth, dit-il, tout ce que vous dites est vrai, et je sens maintenant que c'est un péché pour les chrétiens de rester ici, et il me semble que notre Seigneur nous disait dans ce cri des coqs. Venez, levez-vous, enfants chrétiens, hors de ces demeures d'illusion et de magie. Venez à la lumière des étoiles et agissez comme des enfants de la lumière. Je sens maintenant que c'était un grand péché pour moi de venir ici, mais j'espère que je serai pardonné à cause de ma jeunesse,
car je n'étais qu'un garçon et je ne savais pas ce que j'avais fait. Jour de plus. Ils ne peuvent pas me garder ici. À ces derniers mots, Élisabeth pâlit, car elle se rappela qu'elle était servante et qu'elle devait la servir 50 ans. Et à quoi cela me servira? S'écria-t-elle. Que je reste jeune et que je n'ai que 20 ans quand je sors, car mon père et ma mère seront morts, et tous mes compagnons vieux et gris. Et vous, mon cher John sera vieux et gris aussi, s'écria-t-elle en se jetant sur son sein. John en fut abasourdi, car cela ne lui était jamais venu à l'esprit auparavant. Il la réconforta cependant du mieux qu'il put et déclara qu'il ne quitterait jamais les lieux sans elle. Il passa toute la nuit à élaborer divers plans. Enfin il en choisit un, et le matin il envoya son domestique appeler chez lui 6 des principaux du petit peuple. Lorsqu'ils arrivèrent, Jean leur dit avec douceur, « Mes amis, vous savez comment je suis venu ici, non pas comme prisonnier ou comme serviteur, mais comme seigneur et maître sur l'un d'entre vous, et important sur tous. Disant que je suis avec vous, vous m'avez traité avec respect et attention, et pour cela je suis votre débiteur. Mais vous êtes encore plus mes débiteurs, car j'aurais pu vous donner toutes sortes de vexations et de contrariétés, et vous devez vous y être soumis. Je ne l'ai cependant pas fait, mais je me suis comporté comme votre égal, et j'ai joué avec vous plutôt que de vous gouverner. J'ai maintenant une demande à vous faire. Il y a une fille parmi vos servantes que j'aime, Élisabeth. Crabe, de Rambin, où je suis né. Donnez-la-moi et partons, car je retournerai là où le soleil brille et où la charrue traverse la terre. Je demande de ne prendre avec moi qu'elle et les ornements et les meubles de ma chambre. Ils parlaient d'un ton déterminé, et ils hésitaient et baissaient les yeux vers le sol. Finalement, le plus âgé d'entre eux répondit, « Monsieur, vous demandez ce que nous ne pouvons pas accorder. C'est une loi fixe qu'aucun serviteur ne peut quitter cet endroit avant l'heure fixée. Si nous violions cette loi, tout notre empire souterrain s'effondrerait. Sinon tu désires, car nous t'aimons et te respectons, mais nous ne pouvons pas abandonner Élisabeth. Vous pouvez, et vous devez l'abandonner. » s'écria John avec rage. Allez, réfléchissez-y jusqu'à demain. Revenez donc à cette heure. Je vous montrerai si je peux ou non triompher de vos stratagèmes hypocrites et rusés. Les 6 se sont retirés. Le lendemain matin, à leur retour, Jean leur adressa la parole de la manière la plus aimable, mais en vain. Ils ont persisté dans leur refus. Il leur donna jusqu'au lendemain, les menaçant sévèrement s'ils se révélaient encore réfractaires. Le lendemain, lorsque les 6 petits personnages apparurent devant lui, Jean les regarda sévèrement et ne revint pas à leur salutation, mais leur dit brièvement, « Oui ou non ?» Ils ont répondu d'une seule voix, « Non. » Il ordonna alors à son serviteur de convoquer 24 autres personnages principaux, avec leurs femmes et leurs enfants. Quand ils arrivèrent, ils étaient au total 500 hommes, femmes et enfants. John leur ordonna aussitôt d'aller chercher des pioches, des pelles et des barres, ce qu'ils firent en une seconde. Il les conduisit alors jusqu'à un rocher dans l'un des champs et leur ordonna de se mettre au travail pour faire sauter, tailler et traîner des pierres. Ils travaillaient patiemment et faisaient comme si pour eux ce n'était qu'un sport. Du matin au soir, leur maître d'œuvre les faisait travailler sans cesse, se tenant constamment au-dessus d'eux pour les empêcher de se reposer. Cependant leur obstination était inflexible, et au bout de quelques semaines sa pitié pour eux fut si grande qu'il fut obligé d'abandonner. Il pensait maintenant à une nouvelle espèce de châtiment pour eux. Il les ordonna de comparaître devant lui le lendemain matin,
munis chacun d'un fouet neuf. Ils obéirent, et Jean leur ordonna de se fouetter les uns les autres, et il resta là à les regarder faire, aussi sinistre et cruel qu'un tyran oriental. Pourtant, les petites gens se coupaient et se tailladaient, se moquaient de Jean et refusaient de se conformer à ses souhaits. Il fit cela pendant 3 ou 4 jours. Il essaya plusieurs autres cours, mais en vain. Son caractère était trop doux pour lutter contre leur obstination, et il commençait à désespérer de réaliser jamais son désir le plus cher. Il commençait maintenant à haïr les petites gens qu'il aimait tant auparavant. Il se tenait à l'écart de leurs banquets et de leurs danses, ne fréquentait qu'Élisabeth et mangeait et buvait tout seul dans sa chambre. Bref, il devint presque un ermite et sombra dans l'humeur maussade et la mélancolie. Tandis qu'il était de cette humeur, comme il faisait une promenade solitaire le soir et que, pour divertir sa mélancolie, il jetait les unes contre les autres les pierres qui se trouvaient sur son chemin, il en cassa une assez grosse, et en sauta. Un crapaud. Dès l'instant où John aperçut le vilain animal, il le rattrapa en extase, le mit dans sa poche et courut chez lui en criant « Maintenant, je l'ai. J'ai mon Élisabeth. Maintenant, vous l'aurez, petits coquins espiègles. » En rentrant chez lui, il mit le crapaud dans un précieux coffret en argent, comme s'il s'agissait du plus grand trésor. Pour expliquer la joie de John, il faut savoir que Claes Starkwolt lui avait souvent dit que les gens de la clandestinité ne pouvaient supporter aucune mauvaise odeur, et que la vue, ou même l'odeur, d'un crapaud les faisait s'évanouir et subir les tortures les plus effroyables. Et qu'au moyen d'un de ces animaux odieux on pouvait les contraindre à tout. Il n'y a donc pas de mauvaise odeur dans tout l'empire du ver, et un crapaud y est une chose inouïe. Ce crapaud a certainement dû être enfermé dans la pierre dès la création, pour ainsi dire, pour le bien de Jean et d'Élisabeth. Résolu à essayer l'effet de son crapaud, John prit le cercueil sous son bras et sortit, et en chemin il rencontra 2 des petites personnes dans un endroit isolé. Au moment où il s'approcha, ils tombèrent au sol et gémissaient et hurlaient de la manière lamentable tant qu'il était près d'eux. Satisfait désormais de son pouvoir, il convoqua le lendemain matin les 50 principaux personnages, avec leurs femmes et leurs enfants, dans son appartement. Lorsqu'ils arrivèrent, il s'adressa à eux, leur rappelant une fois de plus sa bonté et sa douceur à leur égard, ainsi que les bons termes dans lesquels ils avaient vécu jusqu'alors. Il leur reprocha leur ingratitude en lui refusant la seule faveur qu'il leur avait jamais demandée, mais déclara fermement qu'il ne céderait pas à leur obstination. Par conséquent, dit-il, pour la dernière fois, réfléchissez une minute, et si vous dites ensuite « non », vous ressentirez cette douleur qui est pour vous et vos enfants la plus terrible de toutes les douleurs. Ils n'ont pas mis longtemps à délibérer, mais ont répondu à l'unanimité « non », et ils pensaient en eux-mêmes « Quel nouveau stratagème le jeune homme a-t-il imaginé pour effrayer les sages comme nous ?» Et ils ont souri en disant « non ». Leur sourire rendit John surtout enragé, et il courut quelques centaines de pas jusqu'à l'endroit où il avait déposé le cercueil avec le crapaud sous un buisson. À peine était-il à quelques centaines de pas d'eux qu'ils tombèrent tous à terre comme frappés par la foudre, et se mirent à hurler, à gémir et à se tordre, comme s'ils souffraient d'une douleur atroce. Ils étendirent les mains et crièrent « Aie pitié, aie pitié. Nous sentons que vous avez un crapaud, et nous n'avons pas d'échappatoire. Emmenez cette odieuse bête, et nous ferons tout ce que vous demandez. » Il les laissa donner quelques secondes de plus, puis emmena le crapaud. Ils se relevèrent alors et ne ressentirent plus de douleur.
Jean laissa tous partir, sauf les 6 personnages principaux, auxquels il dit: Cette nuit, entre midi et 1, Élisabeth et moi partirons. Chargez donc pour moi 3 chariots avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Je pourrais, vous savez, prenez tout ce qu'il y a dans la colline, et vous le méritez. Mais je serai miséricordieux. De plus, vous devrez mettre tous les meubles de ma chambre dans 2 chariots, et préparer pour moi la plus belle voiture de voyage qui soit dans la colline, avec 6 chevaux noirs. De plus, tu devras mettre en liberté tous les serviteurs qui sont ici depuis si longtemps qu'ils auraient sur terre 20 ans et plus, et tu devras leur donner autant d'argent et d'or qu'ils pourront les rendre riches pour la vie. Et faites une loi selon laquelle nul ne sera détenu ici plus de 20 ans. Les 6 prêtèrent serment et s'en allèrent tout mélancoliques. Et Jean enfouit son crapaud profondément dans le sol. Le petit peuple a travaillé dur et a tout préparé. À minuit, tout était hors de la colline, et John et Élisabeth montèrent dans le tonneau d'argent et furent retirés. Il était alors 1 heure, et c'était le milieu de l'été, au moment même où, 12 ans auparavant, John était descendu dans la colline. La musique résonnait autour d'eux, et ils virent la colline de verre s'ouvrir et les rayons de la lumière du ciel briller sur eux après tant d'années. Et quand ils sortirent, ils aperçurent déjà les premières lueurs de l'aube à l'est. Des foules de clandestins les entouraient, s'affairant autour des wagons. John leur fit un dernier adieu, agita 3 fois sa casquette brune en l'air, puis la jeta parmi eux. Au même instant, il cessa de les voir. Il ne vit rien d'autre qu'une colline verdoyante, des buissons et des champs bien connus, et entendit l'horloge de la ville de Rambin sonner 2 heures. Quand tout fut calme, à l'exception de quelques alouettes qui accordaient leurs chants matinaux, ils tombèrent tous à genoux et adorèrent Dieu, résolus désormais à vivre une vie pieuse et chrétienne. Lorsque le soleil s'est levé, John a organisé la procession et ils sont partis pour Rambin. Chaque objet bien connu qu'il voyait éveillait des souvenirs agréables dans le sein de Jean et de son épouse. Et alors qu'il passait par Rodenkirchen, John reconnut, parmi les gens qui les regardaient et les suivaient, son vieil ami Klaas Starkwolt, le vacher, et son chien Speed. Il était environ 4 heures du matin lorsqu'ils entrèrent à Rambin, et ils s'arrêtèrent au milieu du village, à 20 pas environ de la maison où était né John. Tout le village se précipitait pour contempler ces princes asiatiques, car tel le vieux sacristain, qui avait été dans sa jeunesse à Constantinople et à Moscou, disait qu'il l'était. Là, Jean vit son père et sa mère, son frère André et sa sœur Trine. Le vieux ministre Crabe se tenait là aussi, avec ses pantoufles noires et son bonnet de nuit blanc, bouche bée et regardant fixement comme les autres. John s'est découvert auprès de ses parents, et Élisabeth auprès des siens, et le jour du mariage fut bientôt fixé. Et un tel mariage n'a jamais été vu auparavant ni depuis dans l'île de Rügen, car Jean envoya à Stralsund et Greifswald chercher des bateaux entiers de vin, de sucre et de café, et des troupeaux entiers de bœufs, de moutons et de cochons étaient conduits à la fête. Il était vain de tenter de déterminer la quantité de cerfs, de chevreuils et de lièvres abattus à cette occasion, ou de compter les poissons capturés. Il n'y avait pas un musicien à Rügen ou en Poméranie qui ne soit engagé, car Jean était immensément riche et il souhaitait afficher sa richesse. John n'a pas négligé son vieil ami Klaas Starkwolt, le vacher. Il lui a donné suffisamment pour qu'il se sente à l'aise pour le reste de ses jours et a insisté pour qu'il vienne et reste avec lui aussi souvent et aussi longtemps qu'il le souhaitait. Après son mariage,
John fit des progrès à travers le pays avec sa femme, et il acheta des villes, des villages et des terres jusqu'à devenir maître de près de la moitié de Rügen et devenir un comte très important dans le pays. Son père, le vieux James Dietrich, fut nommé noble, et ses frères et sœurs messieurs et dames, car que ne peut pas faire l'argent? John et sa femme passaient leur journée à accomplir des actes de piété et de charité. Ils construisirent plusieurs églises, reçurent la bénédiction de tous ceux qui les connaissaient et moururent universellement déplorés. C'est le comte John Dietrich qui a construit et richement doté l'église actuelle de Rambin. Il l'a construit sur le site de la maison de son père et lui a offert plusieurs tasses et assiettes fabriquées par les gens de la clandestinité, ainsi que ses propres chaussures de verre et celles d'Élisabeth, en souvenir de ce qui leur était arrivé dans leur jeunesse. Mais ils furent enlevés à l'époque du grand Charles XII de Suède, lorsque les Russes arrivèrent sur l'île et que les Cosaques pillèrent même les églises et emportèrent tout. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.